Bonjour et merci pour cette projection et cette rencontre. Je suis vraiment très ému. Je vais essayer d'exprimer mon, mon observation et ma question, qui est un peu une blague quand même. Je m'étais intéressé aussi à la question du syndrome de Stendhal et il y a beaucoup la dimension, on va dire, amoureuse, passionnelle. Euh, et notamment la relation exclusive avec le chef-d'œuvre qui est rencontré, au point parfois qu'il est question de vouloir le détruire l'œuvre, ou détruire, tuer ceux qui y accèdent, un peu comme dans une relation avec la jalousie, la passion. Et on le comprend très bien dans la scène de la galerie, la première scène. Et ma question est la suivante. Je ne sais pas si vous considérez que Asia est votre chef-d'œuvre, mais Marco est mort, Marie est mort, Alfredo est mort, le psychologue, qui est potentiellement un transfert amoureux, voire le père, est mort. Donc je pose la question suivante. Est-ce que vous faites les films pour tuer tous les amants de votre fille? Non, pas. Non, c'est l'histoire du film. Sont tous les personnes qui sont près d'elle comme personnage qu'elle va tuer, qu'elle tue. Et aussi l'assassin qu'elle va tuer aussi avec une satisfaction. Elle sourit quand il tombe dans la rivière. Ça, non, moi j'ai pensé que elle tue, en effet, elle tue son docteur, son fiancé, l'autre fiancé, tout le monde qui va très près d'elle, qui sont très près d'elle, qui arrivent à peut-être, peut arriver à découvrir sa vérité. Elle va tuer toutes ces personnes qui sont presque au point de comprendre la vérité, de comprendre sa vérité. Et elle va les tuer sans pitié, aussi sans conscience de les tuer. Elle va les tuer et les canceller. Les annuler. Oui. Mais Alec, il y a quand même un personnage dans le film qui est très étonnant et qui ne meurt pas, mais enfin on le voit au cours de 2 ou 3 scènes, c'est le père d'Anaman, le père. On voit que c'est le personnage n'est pas un homme très marrant, on va dire. Et je me suis dit, est-ce que tu as pensé pour ce personnage-là, parce qu'il a vraiment la tête de ce tableau américain qui s'appelle American Gothic, le couple de puritains, je sais plus, c'est Hopper, je sais pas. Si. C'est parce que ça... Si, paraît, oui. Oui. Mais je n'avais pas pensé. Tu n'avais pas pensé à ça, parce qu'on y pense. Voilà, on y pense. On y pense, oui. Oui, on y pense. Peut-être que c'est une chose qui... Ce qui est étonnant parce que c'est l'intrusion de la peinture américaine dans un film infesté par la peinture italienne. Donc oui. C'est une espèce d'intrus un peu, c'est bizarre. Peut-être que moi j'ai pensé un peu consciente. Inconsciente peut-être. Inconsciemment, oui. Inconsciemment peut-être. Oui. D'autres questions? Bonjour, merci. Je voulais juste, déjà par rapport à la peinture américaine, il y a Pollock dans le générique de début aussi qui est l'incursion américaine en quelque sorte. Oui, je voulais, quand j'ai revu il y a 2 jours
le film Profondo Rosso. J'ai été obsédé par la musique, la comptine qui revient dans le film. Et ça m'a rappelé tout d'un coup le film de Buñuel, la vie d'Archibald de la Cruz, je sais plus. Et du criminel d'Archibald de la Cruz. Voilà. Et comme on parle souvent d'Hitchcock, je pense que quand même le surréalisme et particulièrement Buñuel, notamment dans ce film-là où on le voit aussi avec ces portes qui mènent, enfin les peintures qui mènent dans un autre espace ou dans un autre espace-temps. Je me demandais quelle était l'importance pour vous de Buñuel dans votre cinéma. Et aussi, ce que je trouve très émouvant dans ce film, c'est le retour en Italie après un passage aux États-Unis, et surtout le retour avec la musique d'Ennio Morricone, qui est là magnifique dans ce film. Je pense que c'est la meilleure collaboration que vous avez faite ensemble. Et voilà, c'était juste des petites choses comme ça. Oui, oui. Et aussi, pardon, excusez-moi, et aussi un autre peintre qui est très important, et là aussi on a une citation avec cette statue, le visage de la statue ensanglanté, c'est Giorgio De Chirico, qui est évidemment très présent dans Profondo Rosso avec ses rues et cette étrange, cette inquiétude étrangeté. Voilà. Oui. Buñuel, l'importance de Buñuel. Buñuel, c'est un de mes idoles. J'écris un essai sur les rêves et le cinéma. Et Buñuel a une partie très importante dans ce livre, parce que lui, c'est le maître du rêve dans le cinéma. La collaboration avec lui et Dali, aussi quand il n'avait plus Dali, il était toujours plongé dans les rêves, dans ses rêves. Oui, c'est présent dans ce film. Buñuel, beaucoup. C'est un de mes metteurs en scène préférés. C'est vrai qu'on cite beaucoup Hitchcock quand on parle de tes films, mais Buñuel, c'est tout aussi important. Quand j'étais très jeune, il m'a dit, tu dois voir, j'avais 15 ans, 14 ans, il m'a dit, tu dois voir Buñuel, maintenant c'est le moment. Et il y avait un cinéma d'essai où il faisait toute la journée, tous les films de Buñuel, bon, pas tout, mais de l'âge d'or. Et j'étais allée avec ma copine, on est resté toute la journée, elle m'a dit, bravo. Je lui demandais toujours, alors maintenant qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je lis vers 14 ans, elle me disait, et un des premiers m'a dit, ok, maintenant c'est le moment Buñuel. Tu te regardes, oui. Des Silvanogos, il y a le cinéma des Silvanogos. Buñuel, jusqu'à la fin, c'était le maître. Des premiers films, Mouette, en blanc et noir, jusqu'à la fin des films français qu'il a fait. D'Obscur objet du désir, avec ces deux actrices qui interprètent le même personnage. Oui. Là, tu as une actrice qui est hantée par plusieurs personnes. Oui. D'autres questions ? Bonsoir. C'est vrai que votre film et votre cinéma est très centré sur Eros et Thanatos. Et c'était pour savoir pourquoi vous liez autant le sexe et la mort. Pourquoi est-ce que tu lis autant le sexe et la mort, Eros et Thanatos ? Bon. Le sexe et la mort, c'est un peu difficile à expliquer. Oui, il y a le sexe et la mort. On est là, c'est comme ça. On risque de pas avoir le temps sinon. Oui, mais comment expliquer? Quand tu fais du sexe,
C'est la mort. C'est un peu... La petite mort. Tu arrives à un moment où tu es mort. Oui, des moments là, comme le plus... Ça s'appelle la petite mort en France. La petite mort, oui. L'orgasme. 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 Ok. Quand arrive l'orgasme, c'est comme la mort. C'est pour ça que moi, dans mes films, il y a la mort et le sexe un peu liés ensemble. En même temps, ton cinéma arrive à un moment où la censure dans plusieurs pays a reculé. On a besoin que les gens viennent en salle, mais ils veulent des stimulations et des sensations plus fortes. Et donc, ça tombait bien avec toi, ta vision, puisque la violence et la sexualité plus explicite, c'est aussi le contexte dans lequel toi, tu as pu faire tes films. Je sais pas. Ça tombait bien. Est-ce que... Oui. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier parce que chaque année, je donne un cours sur le cinéma et la peinture et je montre ce film. Et il y a plusieurs de mes étudiants qui sont là pour le voir. Et pour cela, je voulais vous demander, la chute d'Icare n'est pas à la Galerie des Offices, donc vous l'avez choisi exprès pour le film, je pense. Est-ce qu'il y a eu d'autres peintures auxquelles vous avez pensé avant de choisir la chute d'Icare ? Et une autre question, ça fait des années que je cherche le tableau avec la cascade. Je ne sais pas quel est l'auteur de ce tableau, même les livres qui sont sur ce film ne révèlent pas cet auteur. Donc, où est-ce que vous avez trouvé ce tableau et où est-ce qu'il est aujourd'hui? De la cascade. Quand elle passe dans la cascade. C'est dans un bâtiment de Rome. Ancienne, et elle existe. Mais c'est une fresque ou c'est un tableau? C'est une fresque. C'est une fresque murale, c'est sur le mur. Et les autres peintures. En fait, tu as mis dans les offices des toiles qui n'y sont pas. C'est-à-dire que tu t'es créé toi-même ton musée en mettant des toiles, notamment la chute d'Icare, une toile qui n'est pas. Oui, je suis allé une fois à Colmar à voir des Grunewald de la Passion de Christ. C'était un tableau incroyable qui te fait venir des frissons, vrais frissons, magnifique. Mais puis il y a beaucoup de tableaux qui m'ont touché dans ma vie. C'est plein. Les offices ils sont pleins de chefs-d'œuvre qui tu vois, tu regardes et tu dis non, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? C'est terrible, c'est magnifique. Les chefs-d'œuvre qui n'y sont pas, tu les mets toi-même. Oui. D'autres réactions, questions? Oui, bonjour. En fait, je profite du fait que vous soyez réunis et pour demander, j'ai l'impression qu'en tant que réalisateur, vous avez été tous les deux assez marqués par l'enfance et l'enfance traumatisée dans vos films de réalisateurs. Disons que quand je vois le livre de Jérémy ou je vois le Profondo Rosso ou Suspiria, j'ai l'impression que je voulais savoir en fait dans quelle mesure votre inspiration, enfin une de vos inspirations principales, j'ai l'impression, vient de l'enfance. Comment vous pouvez expliquer ça de génération en génération peut-être? L'enfance, la psychanalyse familiale. L'enfance, et c'est un sujet qui est important dans tes films, même l'enfance traumatisée, l'enfance brutale. Les enfants. Ah oui, l'enfance, je n'ai pas compris. L'enfance traumatisée, oui.
Je pense que tout commence dans l'enfance. Tout va commencer de l'enfance. On le dit, tous les psychiatres disent ça. C'est une chose vraie. Tout commence dans l'enfance. Les traumes, toutes les choses, les choses bien et les choses mal commencent de ton enfance. Ce que tu as passé, les expériences que tu as passées, tout, on stratifie, non? On commence, on se stratifie, non? Dans ton cerveau, et il reste. Et c'est toi, aujourd'hui, c'est que tu as l'expérience que tu as eue dans ton enfance. C'est ça que tu es. Sinon, tu n'es rien. Mais l'enfance, oui, c'est aussi important dans ton cinéma. Oui. Même un peu la tienne. Parce que oui, c'est bon. Moi, je ne vois pas la différence entre le travail et la vie, c'est tout un mélange, ça vient de là. Mon inspiration, c'était toujours ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu. Et l'enfance, je crois que c'est toi qui disais que l'enfance ou la famille, c'est la racine du mal. Toi, ou peut-être Fassbinder. C'est vrai que tu es petit, ton cerveau n'est pas formé, ton cortex frontal n'est pas formé, et les traumatismes que tu as quand tu es petit, ça reste. Ça prend toute ta vie pour les soigner. Et peut-être quand on raconte de ça, on essaye d'exorciser du mal qu'on garde toute notre vie. Et il faut travailler toute la vie, même pour quelquefois pour petit accident ou grand accident de traumatisme de l'enfance. Après, tu te retrouves à 45 ans à avoir des relations mauvaises à cause de quelque chose qui est arrivé dans ton enfance, parce que ta mère t'a dit c'est comme ça, tu te sentais pas aimé, pas apprécié. Quel cauchemar que l'enfance. Moi, quand j'étais petite, j'avais envie de grandir. Je n'aimais pas d'être enfant. On n'a pas de pouvoir, on ne peut pas choisir. Je disais toujours que j'avais 10 ans plus que mon âge. À cause de ça, j'ai commencé à travailler à 9 ans. Je n'avais pas envie d'être avec les autres enfants. C'était des cons, des idiots. J'ai détesté l'enfance. Je ne me rappelle pas de l'enfance comme un moment magnifique. Et toi aussi, j'ai entendu tes interviews. Tu parlais de l'enfance comme un cauchemar. Et l'enfance, oui, c'est la racine du mal. C'est moi et Fassbinder qui ont dit la même chose. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, les deux. Et moi aussi, pendant l'enfance, moi j'étais déjà adulte. Moi aussi. Moi j'étais déjà adulte. Je lisais Shakespeare. J'ai pas passé vraiment en enfance comme toujours. On pense que l'enfance avec les jeux, avec les jeux au ballon, au football. Non, j'ai passé mon enfance solitaire. Dans un coin avec un bouquin. Lisant des livres, sans être vraiment un enfant. Alors, il y a la place pour une dernière question, parce qu'il va falloir s'arrêter, donc elle a intérêt à être bonne. Oui. Ouh là là, la pression.
Bonjour, donc en plus c'est pas une question exceptionnelle, mais vous parliez tout à l'heure de Buñuel comme une inspiration fondatrice, et donc en rapport à ça je voulais savoir si dans la production contemporaine il y avait des choses qui vous avaient particulièrement marqué, quelque chose que vous auriez vu récemment, et cette question est aussi pour vous Asia. Je fais cette question chaque nuit que présente le film, elle lui demande ça. Che film ultimamente ti ispira, ti sospira? Ultimamente non voglio farlo. Bon, ben c'est pas mal pour terminer. Moi j'adorais Vortex, c'est vrai. Cette année j'adorais Vortex de Gaspar Noé. C'est vrai, c'était mon film préféré que j'ai vu cette année. Moi, je ne peux pas le dire parce que moi, j'étais là-bas, dans le film. Non, ben c'est fini maintenant. Ben oui, mais allez-y alors. Attendez, non mais il y a des micros là-bas, il y en a un là. Tout va bien. Tout va bien, on va pas vous... C'est la troisième fois que j'essaie de poser cette question à vous, Dario. Et donc, non seulement la chance, je suis désolé à tout le monde, à tous les autres ici. Bon, je suis énormément fan de vous. J'ai vu vos films depuis que j'avais 12 ans. Et bon, moi, je suis homosexuel et moi, j'adore le fait que vous avez montré des personnages, des images, des éléments queer dans tous vos films 30-40 ans avant le fait d'aujourd'hui où ils causent des cages en mettant des personnages comme ça. Donc ça m'a beaucoup marqué dans le cinéma. Et donc, mon seule question, et même dans ce film qu'on a vu, on a des jolies images très cuir, comme Tom Scratchman Tooth c'est une très bonne image, même Asia qui ressemble à un jeune garçon, et sur son boyfriend, et le français, des beaux gosses, il y a des images très qui m'ont beaucoup attiré quand j'étais petit. Et donc mon question c'est que qu'est-ce qui vous attire vers ces personnages, ces images, ces éléments queer dans votre cinéma? Queer, l'imagerie queer. Il y a depuis le début dans tes films des images, des moments où on sent qu'il y a un goût pour la culture queer et l'imagerie queer, et un peu homosexuelle. Enfin. Oui. Oui, il y a cette chose, parce qu'il existe la culture homosexuelle, les homosexuels existent dans tout le monde, masculin, féminin. Ça existe, et moi, dans mes films... Mais dans tes films, il y a souvent des choses un peu vertigineuses qui sont construites sur l'indéfini, et l'indéfini sexuel, oui. ça fait aussi partie de ton cinéma. Effectivement, comme monsieur l'a dit, à un moment donné, il y a le masculin et le féminin sont difficilement, sont pas toujours contradictoires dans le film et difficilement perceptibles. Donc et je pense que ça fait partie de ton goût pour le vertige. C'est-à-dire que quelque chose n'est pas ce qu'on croit qu'elle est. Et donc c'est quelque chose d'autre. Et donc ça effleure